Peut-on, en matière de réchauffement climatique, être écolo sans être stupide? Au vu des apparences, ça semble malheureusement bien difficile. Mais ça n'est pas impossible, et je vais vous montrer comment. Si vous êtes un bon écolo, vous êtes évidemment persuadé que les émissions de CO2 résultant des activités humaines entraînent une augmentation de l'effet de serre de ce gaz qui nous conduit inexorablement à un réchauffement climatique exceptionnel et catastrophique. Même si c'est faux, vous n'êtes pas stupide pour autant. Vous êtes seulement mal informé et vous êtes surtout manipulé et délibérément trompé. Je vais vous le démontrer, mais il faut pour cela que vous sachiez et que vous compreniez ce qu'est l'effet de serre et comment il fonctionne. Le Soleil illumine la Terre, dont le sol absorbe environ 70% de ce rayonnement. Le reste, les 30% restants, est réfléchi comme par un miroir. C'est ce qu'on appelle l'albédo. La Terre doit renvoyer dans l'espace cette chaleur correspondant à la fraction de rayons solaires qu'elle absorbe. Sinon, elle se chaufferait au point de fondre et de se volatiliser, et vous ne seriez pas là à regarder cette photo, ni moi à la commenter. Elle le fait en émettant un rayonnement infrarouge. Si la Terre évacue moins d'énergie que ce qu'elle reçoit du Soleil, elle se réchauffe. Et si elle en évacue plus, elle va bien sûr se refroidir. Donc, en moyenne, l'énergie qu'elle émet doit être égale à l'énergie qu'elle absorbe du Soleil. C'est un impératif absolu, c'est une règle d'or. S'il n'y avait pas d'atmosphère, ou si l'atmosphère ne contenait pas de gaz à effet de serre, les choses seraient simples, car tout ce rayonnement infrarouge se dissiperait dans l'espace sans autre forme de procès. Mais la présence de gaz à effet de serre complique la situation. Un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui a la propriété d'absorber et de bloquer temporairement certains rayons infrarouges émis par la Terre. Et cette absorption diffère selon les gaz et est proportionnelle à leur teneur dans l'atmosphère. J'ai représenté schématiquement sur ce diagramme en violet les infrarouges qui sont absorbables par un certain gaz à effet de serre, comme par exemple le CO2, et qui constitue bien sûr seulement une fraction de tous les infrarouges émis par la Terre. Pour la clarté du raisonnement, nous allons considérer un seul gaz, mais il y en a beaucoup d'autres, dont en particulier la vapeur d'eau, qui a une action très largement majoritaire. Mais tous ces gaz agissent indépendamment les uns des autres, de sorte que pour mesurer leur effet global, il suffit d'additionner leurs effets individuels. Si l'on introduit dans l'atmosphère une certaine quantité de gaz à effet de serre, ce dernier va bloquer une fraction de ces infrarouges et interdire leur évasion dans l'espace. La Terre va alors renvoyer moins d'énergie que ce qu'elle absorbe du Soleil, et elle va donc se réchauffer pour établir cet équilibre. Elle va le faire bien sûr grâce à l'énergie que le gaz à effet de serre a absorbée et qui lui restitue sous forme de chaleur. Le phénomène se poursuit quand on ajoute du gaz, ce qui augmente sa concentration dans l'atmosphère. La Terre continue à s'échauffer pour établir l'équilibre thermique. Et le même scénario continue au fur et à mesure qu'on injecte du gaz dans l'atmosphère. Jusqu'où peut-on aller? Bien évidemment, jusqu'au moment où tous les infrarouges que ce gaz est susceptible d'absorber le sont, de sorte qu'aucun ne débouche dans l'espace. On a atteint ce qu'on appelle le point de saturation de l'effet de serre de ce gaz. C'est un seuil à partir duquel l'ajout de ce gaz dans l'atmosphère n'aura plus aucun effet sur la température, puisqu'il n'aura plus d'infrarouge qu'il puisse bloquer. C'est très exactement ce qui se passe pour le CO2, comme on peut le constater en effet sur ce diagramme extrait d'un rapport du GIEC, le maître à penser en matière de réchauffement. Ce diagramme représente le rayonnement infrarouge vu depuis l'espace, en fonction de la fréquence, et la bande en clair, qui correspond à la zone d'absorption du CO2, illustre le fait qu'aucun de ces rayons ne sort dans l'espace. Ils ont donc été tous absorbés, ce qui est le critère de la saturation. L'effet de serre du CO2 a donc atteint son plafond, et de ce fait, l'augmentation de la teneur de ce gaz dans l'atmosphère, quelle qu'en soit l'origine, ne peut pas entraîner la moindre élévation de la température de la Terre. Voilà, maintenant vous savez tout et vous devez être conscient
de la façon dont on vous enfume et dont on vous raconte des mensonges. La responsabilité attribuée au CO2 dans le réchauffement climatique est une imposture, et ni plus ni moins que le prétexte d'une arnaque si énorme que le monde n'en a vraisemblablement jamais connu de telle auparavant. Toutes les mesures prises pour contrecarrer le réchauffement climatique en limitant les émissions de carbone sont autant de scandaleux et ineptes moyens de gaspiller des milliers de milliards d'euros qui seraient bien mieux employés à autre chose. Les mêmes Cassandres qui nous effraient aujourd'hui avec leurs prédictions catastrophiques de réchauffement nous annonçaient, il y a moins de 30 ans, la fin du monde à cause d'un refroidissement qui ne faisait alors aucun doute à leurs yeux. Voyez plutôt, en 1968, George Wald, prix Nobel de médecine la même année, fixait la date de la fin du monde à 1985. En 1969, un livre à succès de Paul Ehrlich, qu'on a surnommé le Malthus du XXe siècle, prévoyait la disparition des mers à l'horizon de 10 ans, c'est-à-dire en 1979. Dieu merci, les mers et les océans sont toujours là. Paul Ehrlich aussi d'ailleurs, qui s'alarme maintenant des conséquences du réchauffement climatique. 3 ans plus tard, le Times Magazine affirmait que de 1945 à 1972, les températures n'avaient cessé de décroître et que nous entrions dans une ère glaciaire. La même année d'ailleurs, un consensus de 42 climatologues américains ont écrit au président des États-Unis pour le mettre en garde contre les conséquences de ce refroidissement catastrophique imminent. Comme quoi, les consensus n'ont qu'une valeur bien relative. En 1975, Newsweek, à son tour, se joint au cœur des alarmistes et accuse l'humanité d'être responsable de la catastrophe écologique inévitable que devait constituer le refroidissement annoncé qui devait nous plonger dès l'an 2000 en plein âge glaciaire. Newsweek d'ailleurs ne faisait que reprendre la prédiction de l'Académie des sciences américaines selon laquelle notre siècle devait connaître une glaciation dramatique. En 1976, c'est un éminent climatologue du nom de Lowell Pont qui déclare que le refroidissement est une évidence et que l'humanité est confrontée aux plus grands dangers rencontrés au cours des dernières 10 000 années. En 1976, Paul Ehrlich remet ça. N'y va pas de main morte, puisqu'il prédit la disparition de l'Angleterre de la carte du monde dès 1986, anticipant sans doute le Brexit avec beaucoup de perspicacité. En 1977, c'est un groupe de climatologues groupés sous le sigle de l'Impact Team qui affirme à nouveau l'imminence d'une glaciation, thème que le Los Angeles Times reprend à loisir en 1978. Bien entendu, ce refroidissement ne peut être attribué à autre chose qu'au méfait de la modernité et du développement industriel, comme l'affirmait Michael Oppenheimer de l'Environnement Defense Fund, qui aujourd'hui ne souriait pas, est un des piliers du GIEC et milite contre le réchauffement climatique. Ridicule. Et aujourd'hui, moins ridicule. Récemment, David Spratt et Ian Dunlop, qui sont des chercheurs australiens du National Center for Climate Restoration, dans une étude qui a été largement reprise par la presse, annoncent que dans 30 ans, la Terre sera inhabitable et que la civilisation humaine touchera à sa fin. Monsieur Yves Cochet, qui fut ministre de l'Environnement dans le gouvernement Jospin, emboîte le pas en assurant que l'humanité en tant qu'espèce n'existera plus en 2050. Personne de normalement cérébré doute de la catastrophe, déclare l'astrophysicien Aurélien Barraud. Ceux qui doutent de la réalité scientifique de la fin du monde imminente, ou ceux qui doutent que les solutions préconisées soient pertinentes, sont tous bons pour le camp de rééducation et l'asile. Merci, cher Aurélien, de m'y réserver une place, puisque, en bonne logique, vous devriez y séjourner avant moi. Mentionnant enfin l'inénarrable Greta, pauvre adolescente dérangée, scandaleusement exploitée par son entourage, mais extra-lucide, puisqu'elle prétend voir le CO2 dans l'air. À tout prendre, je préférais Madame Soleil, c'était quand même plus sérieux.
L'invraisemblable attention dont fait l'objet cette gamine de la part d'instances internationales, que ce soit l'ONU ou les dirigeants et chefs d'État, et le support médiatique dont elle bénéficie sont tout simplement insensés et ne font que démontrer, si cela était encore nécessaire, que le ridicule ne tue plus, même pas les papes, et que si débile qu'on puisse être, on peut toujours trouver plus débile que soi-même. La vraie question, c'est que ces âneries sont proférées par des gens qui sont en liberté quand ils devraient être en asile psychiatrique, mais des gens qui ont a priori quelque chose de mou et de gris entre les deux oreilles et qui devraient être capables de s'en servir. Que ne le font-ils pas au lieu de débiter des sornettes? Ça reste pour moi un sujet d'étonnement qui dépasse ma compréhension. 2050, c'est dans 30 ans. Qui peut imaginer que dans 30 ans, l'humanité pourrait avoir disparu? Même si le réchauffement s'avérait et atteignait les 2, 3, 4 ou 5 degrés auxquels je ne crois pas, dont on nous menace, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il ferait à Paris le climat de Marseille aujourd'hui, et au pire, pour la France, disons celui de l'Inde. Et pour autant que je sache, les Marseillais et les Indiens s'accommodent fort bien de cette température qu'ils subissent depuis des dizaines de siècles. Voilà. Vous savez tout. Et demain, on se moquera des réchauffistes d'aujourd'hui comme on se moque des frigoristes d'hier. Mais c'est maintenant à vous de décider en connaissance de cause si vous voulez être victime ou complice et de choisir entre stupide ou intelligent et critique. J'éprouve cependant une certaine gêne à conclure. Je vous ai dit au début de cette vidéo que je pourrais faire de vous un écolo intelligent si vous n'êtes pas déjà. Mais je me pose la question de savoir si j'ai le droit moral de vous pousser ainsi vers une solution aussi extrême. Si vous êtes un écolo stupide, peut-être devrais-je vous conseiller de le rester. Et si vous aspirez à le devenir, à vous y encourager. Après tout, c'est tellement plus confortable. Plus besoin de réfléchir, de se fatiguer les ménages. Il suffit de s'aligner aveuglément sur les dogmes de quelques gourous sans les discuter, de se mêler aux boutons de panurge et de bêler avec eux, de participer à de joyeuses processions en l'honneur de la grande déesse de la stupidité planétaire, en brandissant des oriflammes aux armoiries de sauver la planète, avec en tête bien sûr l'extra-lucide Greta, la Barbie des écolos, dans le rôle de Bernadette Soubirous. Quant aux milliards d'euros jetés à la poubelle, si on est un peu malin, on peut toujours espérer en grappiller des miettes, ou même en récupérer quelques-uns, ou pourquoi pas, un peu plus encore. Beaucoup en vivent, et très luxueusement. J'ai donc quelques scrupules à troubler la quiétude de votre commun intellectuel et à vous inciter à faire preuve d'esprit critique avec tous les risques que cela implique. Enfin, si toutefois vous êtes un peu maso et souhaitez devenir un peu intelligent, je ne peux que vous conseiller d'aller voir mes vidéos et de lire mon livre « Réchauffement climatique, le pavé dans la mare » pour y trouver plus d'informations et de détails et la démonstration rigoureusement scientifique de ce que je viens de vous exposer sommairement et de façon simplifiée. Vous trouverez les références en fin de vidéo. Vous y apprendrez que la manière dont le GIEC affiche des moyennes de température comme la température moyenne de la Terre est une hérésie scientifique et que les chiffres qu'il avance n'ont pas le moindre sens. Le GIEC le sait pertinemment d'ailleurs et c'est donc de façon tout à fait délibérée qu'il vous trompe. Vous y apprendrez que la seule méthode correcte pour mesurer la température moyenne de la Terre et donc son éventuel réchauffement consiste à utiliser son spectre d'émission électromagnétique comme on le fait pour toutes les autres planètes et les autres corps célestes. Vous y apprendrez que le théorème que j'ai qualifié de fondamental, tant il est à mes yeux, démontre que les seuls phénomènes capables d'affecter la température de la Terre en dehors des variations solaires sont ceux qui modifient l'albédo et ou l'effet de serre, et que tout ce qui se passe au sein de l'atmosphère est absolument sans effet sur la température. Et enfin, vous y apprendrez que, faute de pouvoir être imputé au CO2, et en l'absence d'autre cause, le fameux réchauffement climatique, à supposer qu'il soit réel, ce dont on n'a pas de preuve, puisqu'on n'a pas mesuré, n'a aucun caractère exceptionnel et ne représente vraisemblablement qu'une variation chaotique du climat, comme la Terre en a connu depuis qu'elle existe, qui ne durera d'ailleurs qu'un temps,
sans qu'il ait lieu de s'alarmer outre mesure. Le caractère chaotique du climat, incidemment, ne fait aucun doute. Et ce qui est chaotique est par définition imprévisible. Ce qui ne gêne pas aux entournures les climatologues qui font des prévisions à 30, 50 ou 100 ans, en se basant sur le fait que leur modèle prévoit parfaitement le passé, même si malheureusement ils échouent lamentablement à prédire l'avenir. Depuis bientôt 3 ans que j'ai publié sur le net ma démonstration de l'innocence du CO2 sous forme de 3 vidéos, accusées CO2 levez-vous, loin d'être parfaite mais suffisamment explicite, et depuis plusieurs mois que mon livre a paru, personne de sérieux n'a même tenté de la réfuter. Aucun des scientifiques, climatologues ou autres, qui soutiennent le caractère exceptionnel du réchauffement et son attribution au CO2, et auprès desquels j'ai cherché des critiques, ne m'a jamais répondu. Ce qui ne peut être interprété que comme un aveu d'impuissance de leur part, et la reconnaissance que ma démonstration est absolument correcte et incontournable. Mon livre m'a valu quelques insultes, mais aussi de nombreux commentaires favorables, et même parfois démesurément élogiques. Je n'ai pas découvert moi-même la saturation d'effet de serre du CO2 et le fait que cela dégage ce gaz de toute responsabilité dans un quelconque réchauffement. Et d'autres l'ont fait avant moi. Ma seule réelle contribution a été de formuler cette démonstration de façon rigoureusement scientifique et aussi irréfutable que le théorème de Pythagore. Et mon seul réel apport original a été la formulation du théorème fondamental qui, dans sa simplicité, est un puissant outil d'élimination de tout un tas de théories farfelues. Ne vous laissez pas dominer par la pensée unique et le fanatisme idéologique. Soyez cartésien, aiguisez votre sens critique, cherchez à analyser les données, vérifiez leur crédibilité, mais surtout, essayez de réfléchir et de penser par vous-même. Mais pensez vite, car demain, à 11h30, c'est la fin du monde. On vous a bien prévenu.